Comment les médias fabriquent-ils l'actualité ? Quelles sont leurs méthodes pour nous raconter ce qui fait événement dans notre quotidien ? Durant le mouvement des Gilets jaunes, plusieurs images ont circulé, plusieurs histoires ont été racontées, souvent contradictoires. Cela a déclenché une véritable guerre de l'image entre médias et réseaux sociaux, posant une question simple : qu'est-ce qui fait la valeur d'une image ? Je suis Fan Montet. Avec Clément Coucoureux et Nolwenn Thivaud, nous vous proposons une série de 4 épisodes pour questionner les différences de traitement d'un même sujet et de voir comment un cinéaste, une journaliste et un photoreporter s'en emparent. À la base de ce questionnement, il y a un film, Un peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février au cinéma. Dans ce 3e épisode, nous sommes allés à la rencontre de Salomé Saké, une journaliste qui a commencé sa carrière en couvrant le mouvement des Gilets jaunes à sa façon. Je m'appelle Salomé Saké, je suis journaliste pour un média indépendant qui s'appelle Blast, qui a été fondé par Denis Robert. À côté de ça, je collabore régulièrement avec la télévision, notamment le service public, la chaîne parlementaire et Arte. Je m'occupe de l'économie et de la politique aujourd'hui. Je fais beaucoup de décryptage et j'ai commencé ma carrière, je pense qu'on peut dire ça, en couvrant le mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, j'étais journaliste à France 24, mais vraiment au plus petit niveau. J'étais assistante de rédaction. Et il y a ce mouvement des Gilets jaunes qui a surgi. Et évidemment, quand on est jeune journaliste et qu'on veut se démarquer, c'était le moment. Donc j'y suis allée un petit peu au début toute seule avec ma petite caméra pour produire du contenu pour un média qui s'appelle Le Vent se lève, qui était donc un média indépendant créé par des étudiants de Sciences Po qui étaient bénévoles. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, ok, ce mouvement est vraiment très impressionnant, très intéressant. Et je faisais des vidéos, plus de décryptage finalement a posteriori, pour expliquer plutôt les raisons du mouvement, plutôt que d'expliquer exactement ce qui se passait dans ce mouvement. Donc j'avais fait ma première vidéo sur la taxe sur le carburant, pour expliquer politiquement, économiquement pourquoi elle était irrationnelle, pourquoi elle était injuste en tout cas. C'est cette vidéo-là qui avait commencé à exploser et à partir de là, je me suis vraiment prise de passion pour le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, à partir du moment où j'ai été témoin de violences policières très graves sur les Champs-Élysées, à partir du moment où j'en ai fait les frais moi-même, où j'ai eu extrêmement peur et où j'ai vu que dans les médias, on n'en parlait pas, je me suis vraiment dédié corps et âme à faire ce qui a été mon premier mini-documentaire, un mini-reportage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur les violences policières dans le mouvement des Gilets jaunes, pour ce média donc qui s'appelle Le Vent se lève. À l'époque, je travaillais à France 24, donc je ne vais pas vous mentir, en réalité, je l'ai proposé à France 24 avant de le proposer au Vent se lève. Je leur ai amené toutes les images qu'on avait, puisqu'on travaillait à 2, donc avec un autre collègue de France 24, Antoine Désert. Et on leur a proposé les images, on leur a proposé le sujet, les interviews, tout ça. On nous a dit que non, donc du coup, on l'a mis sur le site du Vent se lève. On était le premier documentaire à parler des violences policières. C'était... je dis un documentaire, mais c'était 15-20 minutes, où on a rencontré plein de victimes, on a fait leur suivi de comment ça avait impacté leur vie, comment leur vie était plutôt détruite, a priori, a posteriori, comment elles ne pouvaient pas porter plainte, enfin, c'était vraiment un calvaire. Et on a posté ça sur le site Le Vent se lève, ça a complètement explosé. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, on ne pouvait pas être à l'arrière, tranquillement, là où on voulait. Non, il fallait vraiment aller là où les choses se passaient. Et là, j'ai été profondément choquée par cette violence, comme les Gilets jaunes, je pense, au début. Parce qu'en plus, moi, j'avais la prétention de penser que comme j'avais écrit presse sur mon casque, parce qu'on était quand même protégés, et sur ma veste, et que j'avais ma carte de presse avec moi, c'était impossible que la police s'attaque à la liberté de la presse. Moi, je vivais dans ce monde où je pensais que la liberté de la presse était sacrée aux yeux de la police. Je me suis bien rendu compte que pas du tout. Mais sur le coup, j'ai été d'autant plus choquée que j'ai vu, évidemment, des gens... Non, mais c'est même pas que j'ai été choquée. Je pense pouvoir utiliser le mot. À un moment, j'ai vécu une forme de traumatisme. Parce que quand j'ai vu des gens, vraiment de mes yeux, se faire attaquer et dans leur chair, avec vraiment du sang partout, j'exagère pas, parce que c'était vraiment ça qui m'avait étonnée et choquée. Ça change complètement son rapport à la police et ça marque. Quand j'ai vu de mes yeux une jeune fille se prendre un LBD au visage, son visage était complètement déformé, elle avait du sang partout, elle hurlait, on avait l'impression d'être face à des scènes de guerre.
Au tout début, je me souviens qu'il y avait des gens qui criaient «Putain, mais ils nous tirent dessus! Putain, mais c'est pas possible, ils sont devenus fous!» Il y avait même des gens qui disaient «Mais il va y avoir des morts!» Parce que c'était tellement dingue pour certains qu'on se fasse attaquer. Je dis «on» parce que franchement, les journalistes, on était au milieu du truc, on n'était pas traités différemment, hein, pour beaucoup. Et que c'était tellement incroyable qu'il y a certains qui se disaient «Mais il va y avoir des morts!» Même moi, plusieurs fois, je me suis dit «C'est sûr, il y a quelqu'un qui est mort. C'est sûr, c'est obligé, ils sont allés trop fort.» Et au final, il y a eu des morts, mais pas dans les manifestations où j'étais. Ces images, elles ont été évidemment absolument fondamentales pour l'émergence de la thématique des violences policières, tout simplement dans l'espace médiatique et politique. Même si, bon, au final, on s'est juste pris une loi sécurité globale dans la tête après, une loi anti-casseurs, et que, les choses n'ont pas vraiment changé. Mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience d'une partie de la population grâce à ces images, notamment sur les réseaux sociaux, du fait que les violences policières étaient réelles et ne s'appliquaient pas seulement qu'aux criminels, en fait. Parce qu'avant, on avait cette idée de si tu te fais massacrer par la police, c'est quand même que tu l'as un peu cherché, que t'es un peu coupable de quelque chose quelque part, que t'es dans des... Voilà, il y avait vraiment cette idée-là, parce que les violences policières avaient surtout lieu dans les banlieues, donc loin de ce qu'on pouvait voir, en tout cas loin de ce que moi j'avais pu voir plus jeune. Et là, d'un coup, ça devenait dans l'espace public, sur les Champs-Élysées, contre des manifestants lambda, en fait, qui n'ont absolument rien fait, qui ne sont absolument impliqués, qui sont pas impliqués dans la moindre violence. Chaque voix a son biais, chaque média choisit son angle. Assumant totalement cette subjectivité, Salomé Saké a elle aussi construit des images durant les manifestations, en allant à contre-courant des pratiques de son métier. Il faut savoir que c'est très compliqué de filmer des violences pendant une charge policière. Parce qu'en fait, pendant une charge policière, mais vous courez. Vous n'êtes pas là en train de prendre des images, la plupart du temps. Franchement, ils vous chargent aussi. La plupart, en tout cas dans le mouvement des Gilets jaunes, moi c'est ce dont j'ai été témoin, c'est ce qui s'est passé. Et donc la plupart des images, alors il y a des photographes, des reporters d'images qui quand même ont pris des images, notamment je pense au travail de Clément Lano ou de Rémi Buzine, qui quand même ont filmé tout ça. Mais dans l'ensemble, notamment les journalistes de télévision, évidemment qu'ils ne restaient pas au moment de la charge pour filmer toute la charge. On a très peu vu ça, mais ne serait-ce que pour des questions logistiques. Je comprends les journalistes. Moi, personnellement, j'ai fait partie de ceux qui ne restaient pas là tranquillement à filmer en prenant le risque de se prendre un gros flashball dans la tête. Et donc, au final, moi, la plupart des images de violence à proprement parler que j'ai utilisées dans mon documentaire à cette époque, enfin notre documentaire, c'était vraiment des images prises par des gilets jaunes, prises par des manifestants. D'où l'importance de pouvoir filmer. Et je trouve que d'ailleurs, on le voit très bien dans le documentaire d'Emmanuel Gras. On voit le nombre de portables. On peut se dire, mais ils sont fous. Ils sont tous en train de filmer tout le temps. Et en fait, heureusement qu'il y avait autant de personnes qui filmaient tout le temps avec ce truc magique, là, qui est leur téléphone portable. Parce que c'est ça qui a permis d'obtenir autant d'images de violences policières. Et après, sur l'impact, le rôle de ces images, je pense effectivement que ces images-là ont eu un rôle plus important que les images qui ont été, pour beaucoup, diffusées à la télévision. J'ai un calepin, j'ai un stylo, vous allez en prendre 2-3. Et un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur dans votre tête, alors de la famille qui vous voulez, parce qu'ils ont une tendance à vouloir casser tous les téléphones depuis une semaine. Ok, alors on répète, essayez, Laurence. C'est là que la violence devient réellement choquante, c'est quand elle est mise en perspective avec la vie complètement normale, entre guillemets, de ces gens. Où on se rend compte, c'est pour ça que c'était si important d'aller chez eux, de filmer leur maison, de filmer parfois leur entourage, pour montrer que c'est des personnes parfaitement humaines aussi, ça les humanise, et de montrer leur quotidien, et on se rend compte aussi à quel point ces personnes sont inoffensives. Parce que c'est vraiment, moi, ça aussi que je voulais contrebalancer, c'est cette parole qu'on a beaucoup vue dans les médias, je pense vraiment notamment aux médias télévisés, où on a beaucoup vu d'images de ces violences de gilets jaunes, qui encore une fois étaient réelles. Je ne nie pas qu'il y a eu des violences du côté des gilets jaunes. Mais il y a un moment, il faut quand même se rendre compte que la masse, de manière générale, n'était pas violente.
Il n'y a pas eu... La plupart des gens à qui j'ai pu parler, pendant quand même des semaines, n'étaient pas violents. Ils ne voulaient pas la violence et ils déploraient même la violence. Et ensuite, donc ça c'est la première partie, et deuxième partie, évidemment, pour comprendre les causes. Pour comprendre, en premier lieu, pourquoi une personne qui n'a jamais manifesté, qui a priori n'est absolument pas politisée, se retrouve à être dans un mouvement massif de contestation du pouvoir et à se prendre j'allais dire un flashball perdu, voire pas perdu, voire volontaire. Et là où ça a été très fort avec le mouvement des Gilets jaunes, et on le voit bien dans ce documentaire, c'est le niveau d'implication est dingue. Et c'est dingue d'avoir eu une partie aussi importante de la population qui, en plus, pour la plupart, est dépolitisée, se politiser sur un temps aussi long, parce qu'ils ne sont pas allés à une manif. On le voit très très bien justement dans ce documentaire. Encore une fois, je trouve que c'est hyper important de le montrer. C'est que c'était pas juste on va sur les Champs-Élysées, on va casser des trucs. C'était même la majorité, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment une espèce de réinvention démocratique totalement imparfaite, problématique sous plein d'aspects, mais quand même, c'est des gens qui, on le voit, se lèvent à 6h, 7h du mat pour aller occuper des ronds-points pendant des mois, qui ont une... Je veux dire, ça peut pas être juste pour faire chier le monde, sinon ils feraient pas ça aussi longtemps. On voit qu'il y a un espoir, qu'il y a une implication qui est politiquement dingue, et quand on est comme moi, journaliste politique économique, c'est incroyable à revoir, et c'est vrai qu'avec de la rétrospective, c'est encore plus fou, en fait, de le revoir, et honnêtement, ça m'a rendu un peu triste. Quand je l'ai vu, je me suis dit, punaise, mais quel gâchis. Quel gâchis de... Il y avait tellement de gens qui étaient de bonne volonté à ce moment-là. Ils étaient des centaines de milliers, voire des millions, à être enfin, impliqués dans la vie publique, la chose publique. Et c'est extraordinaire, ça, en démocratie. Et ça a été un gâchis absolu. On aurait pu utiliser cette volonté-là, cette force-là pour construire quelque chose. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Évidemment que les violences policières, ils sont pour beaucoup. On appelle le pacifisme. On est pacifique. On est pacifique. On casse rien. On ne casse rien. Allez les gens, c'est par ici. Plus qu'un côté technique, c'est un côté un peu métaphorique, théorique de donner la voix, entre guillemets, des sans-voix, de rapporter ça dans mon travail. Et c'était très important de ne pas juste, moi, décrire ce qui se passait en tant que journaliste avec la légitimité qu'on confère aux journalistes, mais de donner vraiment la parole au sens de tendre mon micro, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait à ces personnes-là pour qu'elles expliquent les raisons de leur mobilisation et qu'on puisse enfin les entendre avec toute l'imperfection que ça a. C'était particulièrement frappant, cette question de la parole sur les plateaux de télé. C'était fou. Moi, je me souviens, à France 24 même, j'en avais été témoin, où en fait, on invitait des gens sur des plateaux télé feutrés, dans l'ambiance parisienne, journalistico-parisienne, partout, là, dans tous les plateaux, il y en avait. Et on invitait des gens qui ne sont jamais, même pour certains, n'étaient quasiment jamais allés à Paris, ou qui mais n'avaient absolument pas l'habitude des médias et même de la maîtrise de leurs paroles, en fait, parce que c'est un métier, c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup à Paris. Je dis à Paris parce qu'aujourd'hui, les médias sont à Paris et que la plupart de la production journalistique se fait à Paris, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et donc, du coup, là, on se retrouve avec des gens. Il y a eu des scènes hallucinantes. Je veux dire, si vous regardez les archives des Gilets jaunes sur les plateaux télé, c'était incroyable. Il y en a qui se sont mis à insulter ou à s'énerver parce qu'ils étaient dans quelque chose de très vrai aussi, quelque chose de très spontané, de pas du tout maîtrisé. Et c'est la seule fois, moi, récemment, là, où j'ai vraiment vu des gens sur un plateau télé qui tranchaient radicalement avec le décor. Et je trouve que c'était vraiment un élément intéressant du mouvement qui, malheureusement, s'est perdu. Aujourd'hui, si vous regardez la télé, il n'y a plus de gilets jaunes à la télé, c'est terminé. Les gilets jaunes se partageaient tout par Facebook. Donc à chaque fois, l'idée, c'était de faire des petites capsules, justement, pour se démarquer de ce flux d'images de 4-5 minutes maximum, où on essayait d'attirer l'attention du spectateur vraiment dans les 10 premières secondes, avec une phrase un peu marquante, avec un titre aussi, beaucoup passé dans la titraille, dans la petite miniature qu'on met sur Internet, adapté complètement au format des réseaux sociaux, ne serait-ce que dans la façon de filmer. Les petites vidéos captures là dont je vous parle, elles étaient filmées au format portable. Une espèce de format un peu carré rectangulaire qui passe beaucoup à l'époque, qui passait très bien sur Facebook. Et Facebook,
c'était le réseau où il fallait être à ce moment-là, où il y avait finalement peu de production journalistique. Moi, à ce moment-là, je m'adressais vraiment aux utilisateurs de Facebook et pas à mes confrères et consoeurs. Ce qui est très intéressant avec la question des violences policières, c'est que c'est une fois que ça a émergé sur les réseaux sociaux, c'est une fois que les images étaient tellement partout qu'on ne pouvait plus ne pas en parler, et notamment avec le travail de David Dufresne. Mais c'est parce qu'il y a eu ces prises d'images que les grands médias s'en sont emparés, mais pas avant. Vous venez d'écouter le 3e épisode d'une série produite par Narasson. Elle accompagne la sortie du film Un peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février 2022 par le distributeur de films KMBO. Entretien et réalisation par Clément Coucoureux, Fan Montet et Nolwenn Thivaud. Merci à Inès Ndaoui, Jeanne Terral, Vladimir Koch et Grégoire Marchal de KMBO, à Mélanie Simon-Franza de la Grande Distribution et à Catel Guello de Blast pour leur aide. Sans oublier Salomé Saké qui a contribué à ce podcast. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, vous pourrez entendre à nouveau la voix d'Emmanuel Gras, le réalisateur du film, qui évoquera les différentes étapes de la fabrication de son film. À l'image, j'ai essayé de capter des moments d'intériorité. Par exemple, je sais pas moi, il y a 3 personnes qui discutent et qu'il y en a un autre qui est en train de penser un peu. Et des moments où on peut rester sur un visage simplement. Donc j'étais à la recherche de ça et en fait, j'en avais quasi pas. Parce que tout le monde sur le rond-point était en train de parler quasiment en permanence.